Sous les nuits argentées de Londres, dans l'âge d'or de l'aristocratie, naquit une jeune fille dont l'éclat du visage troubla tous ceux qui la virent. L'année était 1910, dans un manoir de la haute société anglaise. L'air semblait paisible, mais le jour où Diana Mitford vint au monde, ce ne fut pas la joie qui emplit la maison, mais le silence et la désillusion. Sa mère, les larmes aux yeux, murmura « Encore une fille ?» Son père, Lord David Mitford, haussa simplement les épaules, comme si la naissance de Diana n'était qu'un fardeau de plus. Mais l'infirmière, tenant le nourrisson dans ses bras, chuchota doucement une étrange prédiction. Cet enfant est d'une beauté si rare qu'elle ne survivra peut-être pas. C'était une superstition. Pourtant, les années montrèrent que ces mots avaient une part de vérité, non pas par la mort, mais parce que sa beauté devint à la fois sa bénédiction et sa malédiction. La vie des Mitford n'était pas aussi royale que le monde l'imaginait. Les finances étaient limitées et la maison raisonnait d'une discipline sévère. Le père de Diana avait une conviction inébranlable. Envoyer les filles à l'école ruine leur beauté et leur avenir. Ainsi, Diana et ses sœurs furent élevées par des gouvernantes dures, parfois cruelles. L'une d'elles répétait chaque jour « Tu n'es rien, tu n'es qu'un poids inutile ». Mais au lieu de céder, Diana sentit grandir en elle une flamme. Chaque insulte nourrissait sa détermination. « Je leur prouverai qu'ils se trompent. Je ne suis pas inférieur ». Quand les murs de la maison semblaient l'étouffer, Diana trouva refuge dans les livres. Sa sœur la plus proche, Nancy Mitford, rêvait de devenir romancière. Mais là où Nancy cherchait la littérature, Diana cherchait le pouvoir. Très tôt, elle comprit que sa beauté était une arme, et elle apprit à s'en servir. En entrant dans l'adolescence, Diana bouleversa la haute société londonienne. Dans chaque réception, les regards se tournaient vers elle. Mais ce qui surprenait encore plus, c'était son tempérament froid et calculateur. Un jeune intellectuel, James Leesmilne, ami de son frère Tom, tomba fou amoureux d'elle. Des heures durant, il l'observait jouer du piano, fasciné. Pour lui, Diana était une déesse. Mais James cachait un secret. En réalité, il était amoureux de Tom. Ainsi, dans ses yeux, Diana n'était qu'une icône, alors que son cœur battait pour un autre. Ce triangle étrange devint l'une des premières expériences émotionnelles de Diana. Puis apparut Randolph Churchill, fils du futur Premier ministre Winston Churchill. Obsédé, bruyant, il proclamait son amour partout, au grand embarras de Diana. Grâce à Randolph, Diana entra dans le cercle des Churchill. Là, pour la première fois, elle découvrit le parfum enivrant du pouvoir politique. Elle écouta Winston Churchill discuter des grèves, de la presse, de la propagande. Assise en silence, chaque mot s'imprimait en elle. Elle comprit alors. Le véritable jeu, c'est le pouvoir. La beauté n'est qu'une clé. Le vrai combat se joue derrière les portes fermées. Cette graine resta profondément plantée dans son esprit. Paris, le parfum de la liberté. Pour l'éloigner des scandales et des admirateurs, sa famille l'envoya à Paris. Le Paris des années 1920, jazz, art, liberté, modernité. Elle y rencontra le peintre Paul César Helleu, qui la compara à une déesse grecque et immortalisa ses traits sur papier. Un geste marqua un tournant. Elle coupa ses longs cheveux et adopta une coupe-borne moderne. À Londres, ce fut un scandale. À Paris, une révolution. Mais Diana commit une imprudence. Elle laissa traîner son journal intime. Sa mère le lut, découvrant ses secrets amoureux. Furieuse, elle brûla le carnet et força Diana à revenir en Angleterre. Son frère exprima sa déception. Et Nancy, sa sœur écrivain, la qualifia de « paquet de sexe sans âme ». En 1929, un homme entra dans sa vie et changea tout. Brian Guinness, héritier de la célèbre fortune. Brian était riche, sensible, romantique. Pour lui, Diana était une muse. Il lui écrivait des lettres passionnées qu'elle ignorait froidement. Une nuit, sous la lune, il la demanda en mariage. Diana répondit avec une cruauté glaciale. « Je ne t'aime pas, même ton baiser est vide. » Brian en fut brisé. Mais le lendemain, il reçut une note de sa main. « J'accepte de t'épouser. » Pourquoi? Pas par amour, par calcul, pour le luxe et le prestige. Le mariage fut célébré comme un conte de fées. Londres la proclama reine des mondains. Mais au fond d'elle, Diana ressentait un vide. Amour, richesse, enfant, beauté, elle avait tout. Et pourtant, cela sonnait creux. Un vide qui allait bientôt la pousser vers un chemin plus sombre, vers un homme qui serait à la fois son obsession et sa malédiction. Sous les nuits de lune de Londres et l'âge d'or de l'aristocratie, naquit une fille dont l'éclat du visage troubla tout le monde.
L'année était 1910, le lieu un manoir anglais de la haute société, et dans l'air régnait une étrange tranquillité. Mais le jour où Diana Mitford vint au monde, au lieu de joie, ce fut le silence et la tristesse qui envahirent la maison. Sa mère dit en larmes, « Encore une fille ?» Et son père, Lord David Mitford, haussa simplement les épaules, comme si la naissance de Diana était un fardeau. Mais l'infirmière, qui tenait alors la nouvelle vie dans ses bras, raconta doucement une légende. « Cet enfant est beaucoup trop belle. Peut-être qu'elle ne survivra pas. » C'était une superstition, mais le temps montra que ces mots étaient vrais, non pas sous la forme de la mort, mais sous celle d'une beauté si grande qu'elle devint toute sa vie à la fois une bénédiction et une malédiction. La vie de la famille Mitford n'était pas aussi royale que le monde le croyait. L'argent était limité et à l'intérieur de la maison régnait une guerre de discipline. Le père de Diana croyait que envoyer les filles à l'école ruine à la fois leur visage et leur vie. Et c'est pourquoi Diana et ses sœurs furent élevées sous des gouvernantes strictes et cruelles. L'une d'elles lui rappelait chaque jour « Tu n'es rien, tu n'es qu'un fardeau de plus ». Mais en Diana brûlait autre chose, un feu, une passion. Chaque insulte ajoutait en elle une nouvelle détermination. Elle pensait « Je leur prouverai qu'ils ont tort. Je ne suis pas inférieure ». Quand les murs de la maison s'élevèrent contre elle, Diana fit des livres son amie. Sa sœur la plus proche était Nancy Mitford, qui rêvait elle-même de devenir romancière. Mais là où Nancy avait la passion de la littérature, Diana avait une autre passion, le pouvoir. Dès son plus jeune âge, elle comprit que sa beauté était une arme, et elle apprit à l'utiliser. Dès que Diana atteignit le seuil de la jeunesse, sa beauté secoua la société londonienne. Dans chaque réception, les gens ne pouvaient s'empêcher de la regarder. Mais ce qui était encore plus choquant, c'était sa nature froide et calculatrice. Un jeune intellectuel, James Lismine, ami de son frère Tom, devint fou d'elle. James l'observait en secret lorsqu'elle jouait du piano. Pour lui, Diana était une déesse. Mais ici se trouvait un rebondissement. James aimait secrètement Tom. Cela voulait dire, aux yeux de James, Diana était une idole. Mais dans son cœur, l'amour allait à Tom. Un triangle étrange et tordu, qui devint l'une des premières expériences émotionnelles de Diana. Puis vint Randolph Churchill, fils du futur Premier ministre Winston Churchill. Il était fou de Diana, mais Diana se lassait de son obsession. Dans les réceptions, il criait derrière elle pour déclarer son amour, et pour Diana ce n'était qu'embarras. Par Randolph, Diana goûta pour la première fois à la politique du pouvoir. Elle écouta Winston Churchill dans sa maison, parlant de grève nationale, de journaux, de propagande. Diana restait silencieuse, mais chaque mot entrait profondément dans son esprit. Elle vit comment Churchill contrôlait tout un récit national. Et à ce moment-là, une pensée naquit en elle. Le pouvoir, voilà le vrai jeu. La beauté n'est qu'une porte, le véritable jeu se joue à l'intérieur. Et cette graine s'enracina profondément en elle. Pour la protéger des scandales et des admirateurs, la famille l'envoya à Paris. Le Paris des années 1920 était un pays de rêve, jazz, art, liberté et pensée moderne. Là, Diana rencontra l'artiste Paul Césarelleux, qui compara sa beauté à celle d'une déesse grecque. Il fit des esquisses de Diana, immortalisant son image. Et puis Diana, défiant la pensée victorienne de son père, transforma ses longs cheveux en une coupe bob élégante. Pour Londres, c'était un scandale, mais pour Paris, c'était une déclaration révolutionnaire. Mais en goûtant à la liberté, Diana commit une erreur. Elle laissa son journal secret ouvert. Sa mère le lut, et tous ses secrets amoureux furent révélés. Résultat, une tempête. Sa mère brûla le journal et força Diana à revenir en Angleterre. Son propre frère exprima sa déception, et sa sœur Nancy l'insulta en disant qu'elle était un paquet de sexe sans âme. Tout cela montrait que pour Diana, les scandales n'étaient pas nouveaux. Mais en 1929, un homme entra dans sa vie et changea tout, Brian Guinness, héritier de la fortune Guinness. Brian était un homme sensible, romantique et incroyablement riche. Pour lui, Diana n'était pas seulement une femme, mais une muse. Il écrivit à Diana des lettres passionnées qu'elle ignora froidement. Puis, une nuit sous la lune, Brian la demanda en mariage. Diana répondit directement « Je ne t'aime pas, même ton baiser est vide ». Le cœur de Brian se brisa. Mais le lendemain, Diana envoya une note. « Je t'épouserai. » Pourquoi? Pas pour l'amour, pour le pouvoir et le luxe. Diana décida avec un calcul froid que Brian était son passeport vers ses rêves. Le mariage eut lieu, et Londres le qualifia de mariage de conte de fées. Mais dans le cœur de Diana, une autre histoire était déjà en train de s'écrire.
Quand le monde commença à voir en Diana une mariée royale et une reine mondaine, une inquiétude grandissait en elle. Amour, richesse, enfant, beauté, elle avait tout, et pourtant, tout lui semblait une coquille vide. Et ce vide allait bientôt la pousser vers un voyage plus sombre, vers un homme qui allait devenir à la fois son obsession et sa ruine. L'année 1935. L'Europe brûlait d'un nouveau feu, et c'est à ce moment que les pas de Diana la menèrent sur un chemin dont il serait difficile de revenir. Sa sœur Unity Mitford était déjà partie en Allemagne. Les lettres d'Unity arrivaient chaque semaine, pleines d'adoration et de fascination. « Diana, tu dois venir ici. Tu dois le rencontrer. L'homme qui tient un pays entier dans sa main, il est extraordinaire. » Cet homme extraordinaire n'était autre qu'Adolf Hitler. Diana dit un jour, avec un léger sourire hésitant, à Mosley, « Unity veut que je vienne à Munich. » Elle dit qu'il veut me rencontrer. Le visage de Mosley se crispa d'une étrange tension. Il était jaloux, mais aussi curieux. Pour Diana, c'était une nouvelle aventure, une porte qui s'ouvrait sur un pouvoir encore plus grand. Et puis elle arriva en Allemagne. Dans les rues de Munich, les drapeaux rouges et les croix gammées flottaient au vent. Les affiches des rassemblements de Nuremberg couvraient chaque mur. Un pays entier semblait envoûté par Hitler. Unity présenta Diana dans un petit restaurant, Osteria Bavaria. Diana s'attendait à voir un fou tel que la presse britannique l'avait dépeint, bruyant, monstrueux, sans culture. Mais elle découvrit une toute autre image. Hitler n'était pas très grand, vêtu d'un simple costume, avec une énergie nerveuse dans ses petites conversations. Mais lorsque ses yeux croisèrent ceux de Diana, elle sentit une autre chose, un feu gris-bleu. Au cours de la conversation, Hitler parla de littérature britannique, d'art et de musique. Il cita Shakespeare et traita Diana comme une égale intellectuelle. Diana se dit à elle-même, « Ce n'est pas un monstre, il est brillant. » Et c'est à ce moment-là qu'un dangereux basculement commença en elle. Quelques jours plus tard, Diana fut invitée comme invitée spéciale au rassemblement de Nuremberg. Imaginez, des milliers de personnes marchant d'un seul pas, des bannières rouges, des uniformes noirs, un océan de croix gammées. Hitler monte sur scène et la tempête des voix secoue tout le stade. Les yeux de Diana brillaient. Elle voyait en Hitler non seulement un chef, mais un messie pour son peuple. Et quand il annonça les lois de Nuremberg privant les Juifs de leurs droits civiques, le monde y vit un cauchemar. Mais Diana rationalisa dans son esprit. Même dans la Bible, les lois anciennes étaient dures. Peut-être que c'est simplement nécessaire. C'était le moment de sa transformation. Elle rejeta dans son cœur la démocratie libérale et fit du fascisme sa nouvelle foi. Désormais, Hitler n'était plus seulement une figure politique pour Diana, il devint une fascination personnelle. Elle commença à apprendre l'allemand pour pouvoir lui parler sans traducteur. Elle recopia ses discours pour les étudier. Dans ses lettres, elle écrivit « J'ai l'impression de me tenir au bord de l'histoire et c'est lui qui l'écrit. » Hitler remarqua aussi le charme de Diana. Il l'invita à sa table pour le déjeuner, discutant de peinture et d'architecture. Pour Diana, ce n'était pas seulement une connexion mondaine. C'était une place à la table du destin. Quand Diana retourna à Londres, elle était une femme changée. Elle n'était plus seulement la maîtresse de Mosley. Elle était devenue une missionnaire de la cause hitlérienne. Dans les salons, elle disait « L'Angleterre ne devrait pas combattre l'Allemagne. Nous devrions être alliés. Hitler n'est pas notre ennemi, il est l'avenir de l'Europe. » La société londonienne, qui la trouvait déjà scandaleuse, la voyait désormais comme dangereuse. Mais Diana s'en moquait. Pour elle, le monde était désormais divisé en deux. D'un côté, la vision de Hitler et Mosley. De l'autre, une démocratie faible et mourante. En 1936, Mosley décida enfin d'épouser Diana. Mais ce mariage ne fut pas ordinaire. La cérémonie eut lieu à Berlin, dans la maison de Joseph Goebbels. Une petite réunion intime. Et devinez qui fut témoin? Adolf Hitler lui-même. Il offrit à Diana un bouquet et son portrait signé. Imaginez comme cadeau de mariage l'autographe d'un dictateur. Ce mariage était moins une étape personnelle qu'une déclaration politique. Diana n'était plus seulement une mondaine, mais officiellement la moitié d'un couple fasciste de pouvoir. Dès le mariage, une vérité apparut. Diana aimait Mosley, mais sa plus grande obsession restait Hitler. Une nuit, lorsque Mosley, en colère, compara Hitler à un politicien britannique, Diana cria sur son mari. « Ne le compare jamais à qui que ce soit. Il est au-dessus de tous. » Mosley comprit alors que l'amour de Diana n'était pas pour lui, mais pour son idéologie et son idole. En septembre 1939, la Grande-Bretagne déclara la guerre à l'Allemagne.
La position de Diana et Mosley devint impossible. D'un côté, leur loyauté allait à Hitler. De l'autre, leur propre pays les voyait comme des traîtres. Diana murmura en secret. Si seulement l'Allemagne gagnait vite, cette guerre finirait avant même de commencer. Mais elle n'avait aucune idée que le prochain chapitre de sa vie serait encore plus humiliant et tragique, avec des cellules de prison, des trahisons et une société qui allait la condamner à jamais comme une paria. Septembre 1939. Une tempête se levait sur l'Europe. La Grande-Bretagne avait déclaré la guerre à l'Allemagne. Et à cet instant, Diana et Mosley se trouvaient à un carrefour où aucun chemin n'était sûr. Leur loyauté allait à Hitler. Mais leur pays, leur propre patrie, étaient désormais contre lui. Et pour la Grande-Bretagne, Diana et Mosley n'étaient pas seulement des rebelles politiques, mais de potentiels traîtres. Ce même jour où la guerre fut déclarée, la sœur de Diana, Unity Mitford, devenue une dévote d'Hitler, s'assit dans un parc de Munich, posa un revolver sur sa tempe et appuya sur la détente. La balle resta logée dans son cerveau. Elle survécut, mais comme une ombre permanente. Hitler paya lui-même ses frais médicaux et la fit discrètement renvoyer en Angleterre. Mais lorsque la nouvelle atteignit la société londonienne, une seule question se posa dans les esprits. Qui a poussé Unity sur cette route? Hitler ou Diana elle-même? Nancy et Jessica Mitford, les sœurs de Diana, rejetèrent directement la faute sur elle. Et ce blâme brisa la famille à jamais. Tandis que les avions britanniques survolaient les cieux d'Europe, Mosley organisait des rassemblements pour la paix dans les salles de Londres. Son message était simple. La Grande-Bretagne ne doit pas combattre l'Allemagne. Hitler construit une nouvelle Europe. Pourquoi devrions-nous nous détruire nous-mêmes? Les foules venaient écouter ses discours, mais chaque événement se terminait en violentes protestations. Les autorités britanniques surveillaient de près. Diana se tenait ouvertement aux côtés de Mosley, soutenant ses paroles. Dans ses conversations privées, elle alla jusqu'à dire « Si l'Allemagne gagne rapidement, cette guerre se terminera avant même d'avoir commencé. » Elle ne comprenait pas alors, ces mots deviendraient sa condamnation. 23 mai 1940. Le soir tombait sur Londres. Diana était assise dans son jardin avec son petit-fils Max lorsqu'une voiture noire s'arrêta dans l'allée. Des officiers descendirent, des papiers à la main. « Madame Mosley, en vertu des règlements de défense, vous êtes en état d'arrestation. » Diana referma calmement son livre. Pendant un instant, elle demanda à l'officier « Laissez-moi emmener mon bébé avec moi. » Mais aussitôt, d'une voix froide, elle décida elle-même « Non, je reviendrai bientôt. » C'était une illusion. Elle pensait être libérée en 1 ou 2 jours. La réalité était tout autre. Habituée aux demeures luxueuses et à la haute couture parisienne, Diana se retrouva dans une cellule humide et sale de la prison de Holloway. On prit ses empreintes. On lui fit une fouille corporelle et un examen médical. On confisqua ses bijoux et ses vêtements. Puis on l'enferma dans une cellule sombre, infestée d'insectes. Diana refusa de manger la nourriture de la prison. Parfois, elle s'endormait assise contre les murs mouillés, car les lits grouillaient de vermine. Un jour, elle dit à une codétenue « Ce n'est pas une punition, c'est une humiliation. » Mais au fond d'elle, un autre sentiment persistait, la fierté. Elle se voyait comme une martyre de sa cause. Mosley fut lui aussi arrêté. Des mois passèrent sans contact. Mais en 1941, le gouvernement les réunit dans un bloc spécial. Quand Diana vit Mosley entrer dans la cellule, elle murmura doucement « L'un des plus beaux jours de ma vie. » Imaginez, après avoir perdu le luxe, être séparée de ses enfants, avoir détruit sa réputation. Pour elle, le plus grand réconfort restait la présence de Mosley. Mais le monde extérieur se dressait contre eux. La presse britannique criait « Pourquoi les Mosley bénéficient-ils d'un traitement spécial? Pourquoi les fascistes vivent-ils ensemble en prison alors que les autres pourrissent seuls ?» Le public exigea qu'ils soient séparés. La pression monta sur le gouvernement. Mais pour Diana, tout cela était secondaire. Plus important que les murs humides de Holloway, il y avait les bras de Mosley. En 1943, leur santé se dégrada. Des amis influents exercèrent secrètement des pressions. Finalement, en novembre 1943, Diana et Mosley furent libérés. Lorsqu'ils sortirent de prison, le monde ne les voyait plus de la même façon. Pour tous, un seul mot suffisait. Traîtres. Les magasins refusèrent de les servir. Les amis les évitaient. La société londonienne, où Diana avait jadis régné en reine du glamour, n'était plus qu'un désert. Un journaliste écrivit « Diana Mosley n'est pas seulement une exilée sociale. C'est un cadre qui marche parmi nous. » Et Diana, elle se contenta de sourire et de dire « J'ai tout perdu, mais je l'ai encore, lui. »
L'Angleterre était devenue pour eux un enfer. La société les boycotta. La politique les rejeta. Le respect avait disparu. Mais Diana et Mosley décidèrent, si l'Angleterre ne voulait pas d'eux, ils trouveraient ailleurs. En Irlande, en France, n'importe où. Et ainsi, leur vie entra dans un nouveau chapitre d'exil. Un voyage où Diana tenta de recoller son image brisée par le luxe et l'art, mais sans jamais renier vraiment son passé. Même après leur libération de prison, pour Diana et Mosley, le monde ne fut jamais le même. La haute société londonienne, où elle avait jadis été le centre du glamour, n'était plus pour eux que regards glacés et portes fermées. Les magasins refusaient de les servir. Les hôtels leur refusaient des chambres. Les anciens amis changeaient de trottoir en les voyant. Pour Diana, c'était une peine de mort sociale. Mais dans son cœur brûlait un feu obstiné. Elle regarda Mosley et dit « Si l'Angleterre ne veut pas de nous, nous construirons notre propre monde. » À la fin des années 1940, le couple s'installa en Irlande. Ils achetèrent une grande propriété, Clonfair Palace. Le manoir était ancien, murs fissurés, plafond pourri, mais pour Diana, était une toile. Elle mit toute son énergie et son sens esthétique dans la restauration du palais. Des tissus de Paris, des lustres d'Italie et sa propre touche pour les intérieurs. Peu à peu, le manoir se transforma en une maison de rêve. Le jour, elle parcourait les lieux avec les ouvriers, supervisant chaque détail. Le soir, à table avec Mosley, elle discutait de la politique européenne. Pour eux, même l'exil devint un empire privé. Après l'Irlande, ils achetèrent une autre demeure à la périphérie de Paris, le Temple de la Gloire, une villa néoclassique dont les colonnes et les jardins rappelaient les temples grecs. La proximité de Paris reconnecta Diana avec ce glamour et cette culture qu'elle avait jadis quittée. Haute couture française, salon et le cercle des aristocrates européens revinrent remplir son calendrier social. Mais une différence existait désormais. Autrefois reine des soirées, elle n'était plus qu'une ombre controversée. Certains l'admiraient, d'autres la méprisaient en secret. En Irlande et en France, le cercle social de Diana et Mosley se composait surtout de personnes elles-mêmes exilées ou éclaboussées par des scandales. Le duc et la duchesse de Windsor, Édouard VIII et Wallis Simpson, devinrent leurs proches amis, le même Édouard qui avait abandonné la couronne pour Wallis. Des aristocrates européens qui n'avaient plus de place dans leur pays assistaient à leur réception. Dans ces rassemblements régnait un étrange glamour, un monde obéissant à ses propres règles en dehors de la société dominante. Mosley, malgré le déshonneur, n'abandonna pas ses rêves politiques. Il garda des contacts avec des groupes fascistes en Espagne, en Afrique du Sud et en Italie. Il voulait raviver la vision d'une Europe fasciste unie. Mais il n'était plus qu'une ombre de son passé. La Grande-Bretagne ignorait ses discours, les journaux ne rapportaient même plus ses réunions. Pour Diana, ce fut une réalisation douloureuse. L'homme pour lequel elle avait tout sacrifié devenait désormais une figure irrélevante. Mais malgré cela, elle ne l'abandonna jamais. Dans les années 1950, Diana orienta son énergie dans une nouvelle direction, l'écriture et l'édition. Mosley lança une revue politico-littéraire, The European. Diana en devint la rédactrice. Dans ce magazine, ils publièrent des débats intellectuels, des critiques littéraires et essayèrent de polir les idées de Mosley. La revue fonctionna quelques années, mais sans réel succès. Pour Diana, cela restait une tentative de se rebrander. En 1977, elle publia son autobiographie, A Life of Contrast. Le livre, élégamment écrit, fut salué dans certains cercles littéraires. Mais une nouvelle controverse éclata car en écrivant sur Hitler, Diana ne condamna jamais ouvertement son passé. Elle qualifia l'Holocauste de « terrible, monstrueux », mais en comparant ensuite ses crimes à ceux de Staline et Mao, elle dilua les horreurs hitlériennes. Le public y vit un signe clair. Diana continue de justifier son passé. Par la suite, elle écrivit d'autres livres sur la duchesse de Windsor et sur d'autres aristocrates. Le monde littéraire admirait son style, mais une ombre l'accompagnait toujours, Diana la fasciste. Peu importe son talent, le monde ne pouvait séparer son nom de celui d'Hitler et de Mosley. Les sœurs Mitford étaient célèbres pour leurs excentricités, mais les choix politiques de Diana brisèrent la famille pour toujours. Jessica et Nancy la blâmèrent toute leur vie. Jessica rompit définitivement tout contact. Avec Nancy, il n'y eut qu'une brève réconciliation sur son lit de mort. Seules les autres sœurs restèrent en contact, surtout par lettres. En 1983, un moment surréaliste eut lieu. Diana retrouva Brian Guinness, l'homme qu'elle avait froidement quitté des décennies plus tôt. À la chambre des Lords, ils se croisèrent. Brian, désormais vieux et affaibli, la reconnut. Il embrassa doucement sa joue et dit « Laquelle es-tu »
Une phrase qui résumait toute une vie, muse adorée pour certains, traîtresse fasciste pour d'autres. La santé de Mosley déclina dans les années 1960-70. Sa mort, en 1980, brisa Diana, mais elle conserva sa fierté aristocratique. En 1981, elle subit une opération pour une tumeur au cerveau. Sa vie devint ensuite relativement calme, mais son nom errait toujours comme un fantôme politique. Et puis en 2003, Diana mourut à l'âge de 93 ans. Mais son nom reste encore aujourd'hui une question. Était-elle une victime de son temps ou une complice volontaire des ténèbres? L'année 1980. Pour Diana, le monde devint soudain vide. Sir Oswald Mosley, l'homme pour lequel elle avait abandonné sa maison, ses enfants, sa réputation, jusqu'à son pays, était mort. La mort de Mosley n'était pas seulement une tragédie personnelle pour Diana. C'était la perte de son raison d'être, le sens de sa vie, sa mission, tout lui avait été arraché. Le jour des funérailles, lorsque les gens portaient le cercueil de Mosley, les yeux de Diana ne versaient pas de larmes. Elle n'était qu'une statue figée, comme si sa douleur était si profonde que même ses larmes l'avaient trahie. Après Mosley, Diana resta totalement seule. Mais ce qui choquait tout le monde, c'était qu'elle ne se présenta jamais comme une victime. En 1981, elle subit une opération pour une tumeur au cerveau. Après l'opération, les médecins dirent que sa santé était fragile. Mais Diana, avec sa fierté aristocratique, apparaissait toujours élégamment habillée et composée. Elle essaya de vivre ces 2 dernières décennies relativement calmement. Elle voyageait entre l'Irlande et la France et se concentrait sur l'écriture. La chose la plus troublante était que même dans les années 80 et 90, Diana ne rejeta jamais clairement son passé. Lors des interviews, quand on lui demandait à propos de Hitler, elle disait « Oui, il était monstrueux. Oui, il était terrible. Mais il avait des qualités. Il était extraordinaire à sa manière. » Chaque interview devenait un scandale. Les critiques criaient « Elle défend encore le fascisme. » Et Diana répondait calmement « Je dis simplement la vérité telle que je l'ai vue. » Elle ne regretta jamais ses années fascistes. Au contraire, avec un détachement aristocratique, elle disait « C'était ma vie, une vie de contraste. » La saga des sœurs Mitford était célèbre dans la littérature et les colonnes de Potin. Mais pour Diana, la plus grande fracture fut sa propre famille. Jessica Mitford, communiste et écrivaine, ne lui pardonna jamais. Après 1936, les 2 sœurs ne parlèrent plus jamais vraiment. Nancy Mitford, romancière, eut une courte réconciliation avec elle sur son lit de mort, mais ensuite ce fut de nouveau le silence. Seules les autres sœurs restaient en contact, surtout par lettres. Pour la famille, Diana était une figure à la fois adorée et détestée. Un paradoxe que personne ne put résoudre. En 1983, un moment extraordinaire eut lieu. Dans les couloirs de la chambre des Lords, Diana rencontra à nouveau Brian Guinness. Brian, désormais vieux et fragile, la reconnut immédiatement. Il s'approcha doucement d'elle, prit sa main et dit à voix basse « Laquelle es-tu » Une seule phrase qui résumait toute une vie. Pour certains, elle était l'enchanteresse de beauté. Pour d'autres, la traîtresse fasciste. Diana, à cet instant, partagea simplement un silence nostalgique, comme si tous 2 comprenaient que le chapitre resterait à jamais compliqué. Dans les années 1990, Diana vécut surtout dans sa propriété parisienne. Elle écrivait des lettres, collectait ses souvenirs et participait parfois à des réunions mondaines. Elle portait toujours le masque de l'élégance aristocratique père, couture, maintien. Mais au fond, elle restait une figure hantée. Une femme qui ne put jamais échapper à son passé. En 2003, à l'âge de 93 ans, Diana mourut. Pas de fin dramatique, pas de scandale, juste un départ silencieux. Mais même après, son nom continua de flotter comme un fantôme. L'histoire de Diana dérange, car elle ne rentre pas dans des catégories simples. Elle n'était pas seulement une victime, ni seulement une coupable. Elle était une femme à qui sa beauté donna du pouvoir. Cette beauté la corrompit. Son ambition la mena vers une idéologie catastrophique pour l'humanité. Et le plus glaçant, elle ne regretta jamais. Alors que le monde frissonnait devant les horreurs de l'Holocauste, Diana se souvenait encore de ses déjeuners à la table d'Hitler comme d'un doux souvenir. Elle n'était pas seulement une femme tombée dans la mauvaise compagnie, elle était une collaboratrice active qui avait consciemment choisi le côté obscur. Et c'est pourquoi son nom resta toujours un rappel. Derrière la beauté et le privilège, des monstres peuvent se cacher. La démocratie est parfois fragile et des idéologies comme le fascisme peuvent séduire même les cercles les plus cultivés et les plus glamour. Et surtout, vivre sans remords est une tragédie encore plus grande.
Diana Mosley, un nom qui suscite à la fois fascination et dégoût. Une femme qui fut l'une des figures les plus glamour de son époque, mais qui, par ses choix, grava son nom à jamais dans l'histoire sombre. Elle est morte, mais une chose restera toujours vivante. Le silence glaçant d'une femme qui n'a jamais dit « J'avais tort,